Ça y est, Trump a enfin accepté la réserve stratégique de Bitcoin. Pourtant, le marché crypto continue à dévisser. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la nouvelle revue de presse. On va faire un tour vraiment sur cette réserve stratégique en Bitcoin. Pourquoi, personnellement, je trouve que c'est bullish? Pourquoi est-ce que je pense que les gens sont vraiment impatients et ne se rendent pas compte de la dinguerie qui est en train de se passer? On fera un tour, comme d'habitude, sur le sentiment du marché actuel. On verra ce qui se passe en macroéconomie, il y a pas mal de choses à dire. Et on terminera par les graphiques avec notamment Bitcoin, Solana, Ethereum, quelques altcoins également. On fera un point également autour de Bitcoin et le Global M2. Beaucoup de gens en parlent et il faut faire un point par rapport à tout ça. Et si tu veux te former pour commencer tes investissements en crypto-monnaie, j'ai créé une formation. Elle est 100% gratuite, tu peux la trouver directement en scannant ce QR code ou alors directement dans la description. Aussi, abonne-toi, laisse un like, ça nous montrera que tu apprécies notre travail et ça nous aidera à nous développer. Et comme toujours, on en est très reconnaissant. Allez, avant de commencer, j'ai sorti une analyse macroéconomique directement pour le Discord, mais j'ai décidé de te l'offrir. Donc, tout ce que tu as à faire, si jamais tu veux te la procurer, tu vas voir, on passe en revue tout ce qui se passe actuellement sur la macroéconomie. Donc, si tu es perdu, tu vas pouvoir mieux comprendre. Et donc, tu veux te la procurer, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube, de rejoindre également sur Instagram, de t'abonner et de m'envoyer un message en me disant, voilà, je me suis abonné sur YouTube, je me suis abonné sur Insta et je te l'enverrai directement. Le PDF, il fait 18 pages. C'est très complet et je pense que ça peut beaucoup t'aider à comprendre la situation actuelle. Allez, donc Donald Trump, il a enfin accepté Bitcoin comme réserve stratégique pour les États-Unis. C'est vraiment huge. C'est quelque chose qui, il y a un an, personne n'aurait imaginé. Donc là, il dit clairement que les États-Unis ne vendront jamais Bitcoin et c'est hyper bullish. C'est hyper bullish. Pourquoi? Parce que même si le crypto Twitter, le marché est déçu que les États-Unis n'achètent pas de Bitcoin, tout simplement, ils ont envoyé un signal fort dans le monde, c'est qu'ils vont garder leur Bitcoin. Et finalement, ils vont sûrement tout faire pour en acheter. Comme on peut le voir ici, Matt Hougan, il mentionne la phrase ici. Et en fait, dans cette phrase, ce qui est dit, c'est Sholl develop strategies for acquiring additional Bitcoin. Donc, Sholl, c'est pas est-ce qu'ils vont pouvoir ou est-ce qu'ils vont essayer, tu vois. C'est ils doivent absolument développer des stratégies pour acquérir du Bitcoin. Donc, ceux qui pensent que le gouvernement américain ne trouvera pas de moyen d'acheter du Bitcoin, clairement, ils se trompent. Et surtout, quelque chose de très intéressant, dont très peu de gens parlent actuellement, c'est que les États américains sont en train d'essayer d'approuver également Bitcoin pour en faire une réserve stratégique de l'État en question, par exemple de l'Arizona, de la Floride, etc. Sauf que eux, ils n'ont pas de Bitcoin. Ils n'ont pas de Bitcoin, donc qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir acheter. Et là, il y a quand même des lois qui sont en train de se faire adopter, qui sont en train de se faire voter. Pour l'instant, c'est pas encore officiel. Dès que ça sera, tu peux être sûr qu'on va en reparler. Donc, on a un Michael Saylor qui clairement, il fait du Michael Saylor et il dit que c'est vraiment un point pivot dans l'économie mondiale, dans la géopolitique mondiale du 21e siècle. C'est sûr que, en fait, on va s'en rappeler toute notre vie. Déjà de une, mais surtout dans les générations futures, on en reparlera. Si Bitcoin gagne, en tout cas il est en train de gagner son pari de devenir une monnaie de réserve mondiale, eh bien on en reparlera encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Parce que Bitcoin, personne ne pourra l'arrêter. Il est inarrêtable. C'est vraiment quelque chose d'historique en train de se passer. Ceux qui sont en train de FUD sur le fait que ils n'ont pas dit qu'ils allaient en acheter, etc. Franchement, je peux rien pour eux. Il n'y a pas plus bullish que de se dire que la plus grande puissance du monde est en train d'accepter Bitcoin, a accepté Bitcoin, en a fait une réserve stratégique. On l'a vu la semaine dernière, la Chine est en train de discuter autour de ça également et ça va permettre à tous les pays du monde de se mettre autour de la table et d'en discuter. Et d'ailleurs, on a le CEO de Coinbase qui nous dit directement qu'il attend que les pays du G20, donc les 20 plus grandes puissances du monde, suivent le move des États-Unis. On est en train de rentrer dans une escalade à ceux qui achèteront du Bitcoin. Et plus tôt tu achètes du Bitcoin, plus tu seras gagnant, forcément. Tu le sais, c'est limité. La réserve stratégique en Bitcoin, c'est hyper bullish pour la suite en tout cas. À court terme, peut-être pas. En tout cas, on voit qu'il y a un sell the news depuis que ça a été annoncé. Mais sur le moyen long terme, il n'y a pas plus bullish. Toujours en restant sur Donald Trump, on peut voir qu'il est en train de mettre en place des executive orders pour justement alléger la manière dont les entreprises crypto peuvent avoir des comptes en banque. Il y avait pas mal de choses qui ont été mises en place anti-crypto par Biden, par l'administration de Biden. Et donc Trump, il est en train de suivre tout ça et de permettre à ce que les entreprises se développent aux États-Unis. Donc meilleure régulation, les banques qui seront beaucoup plus accessibles. Donc ça aussi c'est hyper bullish, ça va continuer à se développer, la crypto est loin d'être morte. On a MicroStrategy qui est en train de préparer
21 milliards pour acheter encore plus de Bitcoin. Donc ils vont faire comme il fait actuellement Michael Saylor, c'est donc créer de la dette avec son action pour justement acheter du Bitcoin et continuer à en accumuler. Donc 21 milliards de dollars. C'est énorme. Il a déjà parlé de 42 milliards. Je ne sais pas s'il a acheté 42 milliards depuis, mais il en a acheté beaucoup de milliards. Il a acheté 2 milliards toutes les semaines. Il s'est calmé. Ça fait un moment qu'il n'a pas acheté. Mais il doit être en train de chercher justement des finances pour continuer à en acheter. Donc, clairement, Bitcoin, c'est pas fait. Ça va pas partir à 50 000. Là, ceux qui pensent qu'on part à bear market, franchement, je peux rien pour vous. Ok, à court terme, c'est pas très beau. On va en parler juste après. Mais pour l'instant, franchement, y a rien à dire. Il y a toutes les news bullish qui sont en train de passer, mais le marché s'en fiche. C'est incroyable. Alors, on va passer directement sur les ETF. On peut voir qu'on a encore des sorties. Alors, voilà, on a eu 134 millions qui sont sortis, 400 millions, 278 millions. Donc, on voit qu'on continue à avoir des sorties sur l'ETF. Et ça concorde également avec la baisse de Bitcoin. Maintenant, j'ai envie de te dire que c'est ok, le marché est en train de paniquer, mais c'est global, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de sortie. Maintenant voilà, il y a plein qui sont en train de s'affoler, oh là là, les Bitcoins sortent des ETF, les Bitcoins sortent des ETF. Attends, combien sont sortis des ETF au final? C'est très peu, donc on a un market cap à combien? On est à 100 milliards, c'est quoi? On a perdu 10 milliards, on a perdu 10%, surtout à cause du prix, ça le market cap. Donc c'est plutôt le home qu'il faut regarder. On est toujours sur du 100 milliards, on a perdu pas grand chose. On n'a pas perdu grand chose. Donc clairement, on a quoi, 10% qui sont sortis de ETF depuis janvier. Donc franchement, il ne faut pas trop s'affoler avec ça. Comparé à tout ce qui est rentré, on peut le voir, c'est évident, ça se voit vraiment. Très peu est sorti. Bitcoin, c'est fait pour rester. Les gens qui investissent dans les ETF, ils le font sur du long terme. C'est pas du court terme qui va les intéresser. Il y en a certains qui vont trader un petit peu, mais pour moi, c'est un outil indispensable pour attirer les gens de manière hyper simple pour acheter Bitcoin. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est affolant. Bien sûr, ce qu'on veut voir, c'est un retour de l'accumulation sur les ETF. Là, on peut voir qu'il y a de moins en moins de sorties comparé à fin février. Donc ça, c'est positif. Maintenant, on veut voir des entrées, clairement, on veut voir des entrées. Surtout si on veut voir le prix qui repart à la hausse. Sur Ethereum, alors du coup, Ethereum, c'est pareil, hein, mais sauf qu'il y a très peu de sorties. Hein. Genre, je vais mettre un USD. Alors, je vais enlever, hop, là, ici. Là, on peut voir que, voilà, moins 34 millions, moins 23, moins 63, moins 10, c'est dérisoire. C'est dérisoire, tu peux voir qu'on a 8 milliards qui sont à l'intérieur. C'est pratiquement rien qui sort. Comparé aux entrées, c'est rien du tout. Il y a des rumeurs de ETF avec le staking qui vont arriver quand je ne sais pas encore. On en reparlera quand ça sortira. Mais pour moi, ça, ce sont c'est du bruit tout simplement. C'est du bruit. Ceux qui vous disent ouais, ça sort des ETF, c'est du bruit. Alors, par contre, ce qui n'est pas forcément du bruit, c'est que Jim Cramer, il commence à nous saouler un petit peu à parler. Il faudrait mieux d'arrêter de parler. Tout simplement, il est en train de dire market trading to mount another comeback. Donc, essaye de montrer un autre comeback. S'il te plaît, Trump, reste loin de Twitter. C'est un peu relou. C'est un peu relou parce que on connaît l'indicateur inverse Jim Cramer. Donc, du coup, tout ce qu'il dit, le marché fait l'inverse et forcément, on le voit sur le SP500 aujourd'hui, ça continue de dégueuler. J'aimerais bien qu'il arrête surtout de tweeter et de parler en fait parce que franchement c'est pas positif pour le marché. Au niveau du sentiment, pour l'instant sur Google Trend, pas grand chose de plus à rajouter. Depuis la semaine dernière, on peut voir qu'on avait une grosse hausse forcément avec toute cette panique, les gens qui cherchent Bitcoin, pourquoi ça baisse, comment je fais pour vendre, etc. On peut voir qu'au niveau de la crypto, c'est très flat. Hein. Franchement, on est vraiment très flat. Ok, on est sur des niveaux qui sont bien plus élevés comparé à l'été dernier, etc. Forcément, ça a fait beaucoup de bruit, donc ça va pas revenir à des niveaux comme avant aussi rapidement, mais on peut voir que ça se calme, la peur s'installe et c'est tout ce qu'on veut voir. En parlant de peur, on peut voir qu'on est toujours dans la peur à 24. Ça fait exactement 15 jours qu'on est entre la peur et l'extrême peur. Et les autres 15 jours, c'était du neutre. Donc on n'est pas quelque chose d'euphorique. Maintenant, voilà, on peut encore rester dans la peur. On peut voir que ça dure assez souvent la peur en général. Tu peux voir que si on compare sur une zone un peu identique, je dirais plutôt mai 2021, où là on est rentré dans la peur à partir du 17 mai à peu près, et on est resté pendant 2 mois. Donc clairement, on peut très bien encore consolider dans la peur. On peut vraiment y rester aussi pas très longtemps. On peut voir qu'en septembre, on avait eu des peurs assez rapides. Maintenant, il va falloir que du côté de la macro, ça s'améliore. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On va en parler juste après. Mais sinon, quand on dézoome, ce qu'on peut voir, c'est que sur l'année, en fait, on a eu quand même pas mal de grid et pas mal d'extrême grid. Tu vois, on a eu 28 jours d'extrême grid, 194 jours de grid. Comparé, on a eu 62 jours de peur et 8 jours d'extrême peur. Donc franchement, on a eu une belle année. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience que souvent, quand il y a trop de grid, c'est toujours bien de prendre des profits. Donc ça servira de leçon pour les prochaines fois. Mais en tout cas, vraiment garder en tête tout ça. Et franchement, j'aime beaucoup cet outil avec CoinGlass. Il est mieux que l'ancien. Au niveau des marchés tradis, là c'est pareil. On est vraiment sur de l'extrême peur. On est à 15. Dernière fois qu'on est venu aussi bas, tu peux le voir, c'était en août avec la crise autour des carry trade au Japon. Avant ça, c'était 2023 avec forcément tout ce qu'il y avait autour des banques, etc.
C'est un peu après ça. Donc clairement, à chaque fois qu'on est venu dans ces zones-là, on peut voir qu'on n'est pas resté non plus très longtemps. Il y aura sûrement une intervention de la Fed, des bonnes nouvelles. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle pour aujourd'hui. On attend d'autres bonnes nouvelles, on va en parler juste après. Mais en général, ça reste pas très longtemps. Maintenant, forcément, on peut encore dégueuler encore. Et on ne sait pas de quoi est fait demain. Surtout si les données macro ne s'améliorent pas. Mais en général, 10% de correction sur le SP500, c'est quelque chose qui arrive parfois. Tu peux voir ici, on est à peu près à 10%. Cet été, on avait eu du 10%, etc. Bon, on est confiant sur le fait que la Fed et le gouvernement américain vont back les marchés financiers. Même si il y a des choses à redire, on va en parler juste après. Au niveau des liquidités, à aller chercher, là, on peut voir qu'on a toujours pas mal de liquidités qui s'accumulent au nord, franchement, des dizaines et des dizaines de milliards. Donc, franchement, c'est toujours le même constat que la semaine dernière. Il faut absolument venir chercher ces liquidités à un moment donné. Donc, on va aller les chercher maintenant quand, je ne sais pas. Et surtout, avant ça, on peut très bien continuer à venir chercher ces liquidités au sud qui continuent à s'accumuler, les gens qui longuent, etc. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de liquidités à venir chercher. Donc, entre 75 et 71 000 $, c'est possible qu'on vienne les chercher. Donc, il faut s'attendre potentiellement à ce qu'il y ait une prochaine jambe baissière. Peut-être que le bottom n'est pas in. Personnellement, je pensais que le bottom était in à peu près par ici. Donc, pour l'instant, on est juste venu le rechercher. Donc, pour l'instant, on est peut-être sur un bottom. Maintenant, il faut arrêter d'essayer de deviner des bottoms. Pas possible. Donc, clairement, on a toujours un risque de venir chercher ici. Maintenant, est-ce qu'on va le faire? C'est pas certain. Donc, du coup, au niveau de la macroéconomie, on a Trump qui a dit clairement qu'il ne regardait pas le stock market, donc le marché des actions. Sauf qu'on sait tous que c'est faux parce que Trump adore les actions. Et à mon avis, il fait ce genre de déclaration pour continuer à mettre en place cette atmosphère de peur qu'on peut retrouver sur le marché. Lui, son objectif, il est simple, il veut faire baisser les taux d'intérêt. Donc, pour faire baisser les taux d'intérêt, il doit pousser Powell à devoir couper ces taux d'intérêt, à reprendre la baisse, à couper le QT, etc. Et tout ce qu'il est en train de mettre en place, pour moi en tout cas, sont un peu comme tout ce qui est autour des tarifs. Les tarifs, c'est pour négocier les autres pays. Et bien là, il est en train de mettre des actions pour détruire l'inflation et que Powell n'ait pas d'autre choix que forcément de couper les taux d'intérêt. Maintenant, est-ce que ça se fera avec une récession ou pas? La question à laquelle on va essayer de répondre également, on va en parler vers la fin de cette vidéo. Au niveau des news de cette semaine qui sont intéressantes, on a du coup les JOLT, donc là c'est les offres d'emploi, les nouveaux emplois qui sont ouverts aux États-Unis. On aura demain l'inflation CPI, on va la regarder, on va en parler, mais ça sera très très important. On en reparlera la semaine prochaine, mais en tout cas, vraiment très important à regarder, PPI également. Et ensuite, la confiance des consommateurs, c'est intéressant également. Moins important à mon avis que les données de l'inflation, mais c'est aussi très intéressant. Au niveau des taux d'intérêt, eh bien, on est toujours sur des choses qui changent assez régulièrement. Donc, logiquement, on n'aura pas de baisse de taux d'intérêt la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine prochaine le meeting du FOMC. Là aussi, ce sera important de voir ce que Powell va avoir à raconter. Ça pourrait vraiment donner un petit peu le ton pour en tout cas les 2 prochains mois, en tout cas jusqu'au prochain FOMC qui sera en mai, le 7 mai. Et pour l'instant, on ne devrait pas avoir de baisse des taux à 45%, mais comme tu le sais, ça varie assez souvent et ça va vraiment dépendre aussi des datas qu'on aura, plus on se rapprochera de la date fatidique. Quoi qu'il en soit, on devrait avoir une baisse des taux au moins en juin et une deuxième baisse des taux en juillet. Et enfin, une troisième qui pourra arriver en octobre. Bon, maintenant, tu le sais, je te le répète à chaque fois, ça sert à rien de regarder trop loin dans le temps avec ça parce que, en fait, ça évolue très rapidement suivant ce que le marché nous propose. Au niveau de l'inflation, on peut voir que ça corrige toujours. On a 1,35% suivant les datas de Trueflation. Donc pour l'instant, j'allais dire, ok, on est en train de maîtriser l'inflation, de même de la détruire. Maintenant, est-ce que Trueflation, ils sont vraiment legit, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'ils sont vraiment legit? Eh bien, oui ou non, on ne peut pas vraiment savoir. Maintenant, j'ai trouvé une data super intéressante, c'est les datas de Cleveland, de la Fed de Cleveland. Et en fait, c'est très très sérieux parce que eux, ils sont assez réputés pour justement avoir des bonnes datas, bien calculer tout ça. Et donc, on peut voir que update à aujourd'hui, l'inflation CPI, donc celle que nous aurons d'ici mercredi, donc demain, eh bien, elle serait à 2,47%. Ah non, pardon, je me trompe. Là, c'est pour mars 2025. Mais là, pour février, elle serait à 2,83. Donc, c'est un peu ce que je disais dans le rapport. Et c'est plutôt intéressant parce que du coup, on va avoir une inflation qui continue de baisser et qui va se rapprocher des datas de Trueflation tout simplement. Et on peut voir qu'en vrai, vu qu'ils ont 45 jours d'avance, on se rapproche vraiment de ça. Il y a 45 jours, c'était à peu près par ici, à peu près le 28-29, donc on était à 2,62. Là, ils nous disent qu'on devrait avoir 2,83, donc très positif. Il me semble que les attentes sont à 2,9%, donc ce sera très bien pris par le marché.
Maintenant, à voir. La réaction du marché sera intéressante de voir parce que s'il n'a pas encore pricé ce genre de mouvement, on pourrait avoir le marché qui reprend des belles couleurs. Et ça serait très intéressant. Ça donnerait un petit peu plus d'espoir pour les 2 mois qui viennent. Au niveau du corps CPI également, on sera en baisse. Donc, plutôt intéressant. Au niveau du PCE également, on continuera à baisser. Maintenant, les datas qu'on aura en avril seront encore meilleures puisqu'on verra que là, on continue à baisser. On devrait arriver à 2,47%. Également, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette data ici, elle veut tout simplement dire que si on garde les datas actuelles, on devrait avoir une inflation à la fin de l'année qui avisionne les 3,9% pour le côté CPI et 2,8% pour le côté PCE. Mais bon, ça, c'est pas définitif. Ça va continuer à changer. Donc, si on continue à avoir une inflation qui est contrôlée comme actuellement, en tout cas, on le verra demain avec les datas précises de la Fed, eh bien, on devrait se rapprocher de la target de 2%. Maintenant, il faut faire attention à ne pas rentrer en déflation parce que nos copains les Chinois, eux, ils sont en déflation et c'est pas joli. Comme tu peux le voir là, en février, ils ont eu une déflation de moins 0,1%. Donc c'est pas énorme, mais tu vois, d'après Danta Piero, ça arrivait que 2 fois dans l'histoire. Juste avant, c'était en 2008, lors de la crise des subprimes et lors de la crise du Covid. Donc concrètement, on arrive dans un moment assez fatidique pour la Chine et ils vont devoir imprimer beaucoup d'argent pour contrer cette inflation. Donc, qui dit imprimer de l'argent, ça veut dire que le M2 va continuer à augmenter. Et d'ailleurs, on va en parler juste à la fin sur les graphiques du M2. Donc, reste bien jusque là. Également, au niveau de l'emploi, on peut voir qu'on a eu moins de jobs qui ont été ajoutés en février avec 151 000 jobs à la place de 159 000. Donc, ça, c'est pas hyper cool. Mais bon, c'est des datas qui sont assez proches, donc franchement, ça peut être à peu près, entre guillemets, négligeable. On a également le taux de chômage qui augmente à 4,1% à la place de 4%. Donc, ok, on a une petite reprise du chômage. L'économie est en train de se contracter un petit peu, le marché du travail également. Donc, c'est pas hyper positif, mais c'est ok. Pour l'instant, c'est ok. On n'est pas dans des choses qui sont extrêmes et ça, c'est plutôt le point positif. Surtout qu'aujourd'hui, on a eu du coup les nouvelles offres d'emploi, donc les JOLT, donc je te parlais ça au début de la catégorie macro et on a eu un bon chiffre. On a eu 7,7 millions à la place de 7,6. C'est très bien. C'est très bien. Donc là, on peut voir que c'est hyper positif par rapport à ça. Bon, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais au moins, on n'est pas dans quelque chose qui est hyper négatif comme on pouvait l'avoir en décembre. Tu peux le voir ici. En décembre, tu vois, on attendait 8 millions, on a eu 7 millions 6, donc c'est pas hyper positif. Donc là, c'est plutôt cool. On peut au moins respirer un petit peu et enfin, on attend les datas de demain et d'après-demain pour l'inflation. Allez, également par rapport au DXY, donc là, c'est le dollar index, eh bien, on peut voir qu'à chaque fois qu'il est venu avoir un moins 4 points, en tout cas, d'après ce que nous dit Julien Bittel, qui lui bosse avec Raoul Pal, qui sont quand même des gars en macro assez costaud, et bien à chaque fois qu'on a eu un mouvement pareil sur le dollar, et bien c'était à l'aube de quelque chose qui est de grand, d'une hausse. Donc ça peut encore durer, hein. On peut le voir ici, on a eu l'indication et ça a duré encore quelques temps, mais ça prouve qu'on pourrait vraiment aller chercher plus haut, pareil en 2015. Donc c'est un petit peu d'opium gratuit, on le prend. Maintenant, est-ce que ça va se passer? On ne peut pas vraiment le savoir. Au niveau des tarifs, bon, ça continue à avoir cette guerre de tarifs. On a du coup Trump qui ajoute 25% de tarifs sur l'acier et l'aluminium qui vient du Canada. Et donc, du coup, ça monte à 50%. Bref, ça, c'est anecdotique. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le Canada n'a pas dit son dernier mot et continue à répliquer. Donc, on est en train de monter une escalade autour de cette guerre économique. C'est chiant, ça met de l'incertitude sur le marché. Ça nous fait chier, clairement, ça nous fait chier. Donc, on va voir comment ça va se dépatouiller. Mais à la fin, personnellement, je pense que ça reste un outil de négociation et que les États-Unis trouveront des terrains d'entente pour justement enlever tous ces tarifs et puis reprendre la vie comme elle est, belle et rose. Donc pour l'instant, c'est un peu chiant, ça continue à mettre un petit peu d'incertitude sur le marché, mais on verra comment ça évoluera dans les prochaines semaines. Donc ça prend effet, je ne sais plus quand, demain, voilà, le 12 mars. Donc à voir si le marché l'a pricé. En tout cas, c'est que le XPX, il a un petit peu tombé. Alors là, on va parler d'un petit sujet un peu relou, la récession. Donc là, on a Scott Bessent, donc c'est le secrétaire au Trésor américain, qui dit clairement que les marchés et l'économie a été un petit peu addict justement aux dépenses excessives du gouvernement et donc à la liquidité. Et qu'il devrait y avoir une période de détox. Donc on est peut-être actuellement dans la période de détox. Ça laisse planer le doute sur l'incertitude, sur la récession. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer à aller chercher plus bas? Et en fait, on pourrait très bien aller chercher plus bas et en tout cas, le gouvernement ne met pas tout en place pour rassurer le marché. C'est pas ce qui les intéresse, à mon avis. Comme je te disais tout à l'heure, eh bien, ce qu'ils veulent, c'est faire baisser les taux d'intérêt. Donc, ils vont tout faire pour que Powell soit obligé de baisser les taux d'intérêt. Parce que Powell, avec la Fed, ils sont indépendants et il a besoin
deux personnes pour prendre des décisions. Il n'est pas dépendant du président américain, donc voilà. C'est à mon avis la stratégie qu'ils mettent en place. Maintenant, est-ce que ça va être trop poussé et que ça va faire rentrer en récession? C'est dur de le dire, hein. On n'a pas de boule de cristal. En tout cas, on aimerait bien éviter ça. Ça serait mieux pour tout le monde. On a également un ancien secrétaire au Trésor qui nous dit qu'il y aurait environ 50% de chances d'avoir une récession cette année. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Je n'en sais rien. En tout cas, on peut voir que l'inquiétude autour de la récession est en train d'augmenter et on peut le voir également sur Kalshi, qui est donc un truc qui permet de pouvoir pronostiquer des événements, etc. Et là, on a 38% de chances d'avoir une récession cette année. Donc, bon, ça augmente. Là, on a un peu plus de visibilité et ça reprend un petit peu. Donc, bon, on avait pareil un petit peu en août. Je sais pas s'il y a le truc de août, non. Bon, c'est pas grave. Et au final, en fait, ça peut tout et rien dire, en fait. Forcément, si le marché s'attend à quelque chose, en général, ça se passe pas. Donc, moi, je suis pas hyper inquiet pour une récession. En général, quand on a une récession, c'est que déjà le pétrole explose. Et là, on l'a vu la semaine dernière, le pétrole est en train de baisser, ce qui va forcément aider à baisser l'inflation. On a le taux de chômage qui augmente à peine, on a 4,1%. En général, on doit visionner les 6, 7, 8 pour justement rentrer en récession. Donc pour l'instant, c'est OK. Pour l'instant, c'est OK, mais je n'exclus pas le fait que ça pourrait se dégrader assez rapidement. Et franchement, les prochaines datas seront intéressantes à surveiller. Et ça commence demain avec l'inflation, forcément. Allez, au niveau directement des graphiques, on peut voir que le SPX, donc le SP500, il dégueule pas mal. Il dégueule pas mal. On peut voir que là, il a pas mal ravalé un petit peu la bougie. C'était ici quand j'ai lancé le live. Et donc là, on est sur du moins 9%. Et au total, on est sur du à peu près 10%. Donc voilà, c'est à peu près similaire comparé aux dernières fois où on a eu des grosses corrections. On était sur du 9,84%. Donc là, on est censé avoir un support assez costaud. On peut le voir ici. Est-ce qu'on va tenir ou pas? On rentre dans une survente du RSI. Personnellement, j'ai pas trop d'idées sur ce qui pourrait se passer. Comme je te dis, pour moi, ça dépend énormément de la macroéconomie. Si demain les chiffres de l'inflation sont bons, ça pourrait vraiment rassurer le marché, hein. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit pricé. En tout cas, on l'a vu, hein. On a vu sur les datas de Cleveland, de la fête de Cleveland, que ça pourrait être très bon. Également, avant de continuer sur les charts, si jamais tu as des altcoins que tu veux qu'on regarde, mets-les en commentaire et je les regarderai la semaine prochaine. Au niveau de BTC, on peut voir qu'on on a bien dégueulé depuis du coup vendredi. Je sais pas si tu remarques, mais j'ai revu un petit peu mes charts. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu effacer tout ce qu'on a sur les charts et repartir de zéro pour essayer d'avoir une nouvelle vision du marché. Donc on a bien descendu. Comme tu peux voir, on est dans une zone de compression ici et ici. On a notre trendline baissière pour l'instant ici. Tant qu'on ne viendra pas casser ici, je pense pas qu'on ira chercher un nouveau plus haut. Maintenant, on est toujours dessous ici. On a essayé de casser hier, on a essayé de casser. Ça a créé pas mal de panique. On a trouvé un nouveau bottom aux alentours des 76 000 $. Et pour l'instant, on est en train de ravaler. C'est plutôt intéressant. Donc, à voir comment on va clôturer. Moi, ça me plaît. J'aimerais bien qu'on reste dans cette zone-là. Tu peux voir qu'on a cassé ici le range par le bas. Maintenant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'aller plus bas? Pas forcément, parce que regarde, le range qu'on a eu cet été, combien de fois il a été cassé? Là, ça a été essayé de casser, mais ça n'a pas vraiment cassé. Là, ça a cassé plusieurs jours, on est reparti au-dessus. Ça a cassé, on est revenu, on a redescendu, on est remonté, on est redescendu. Donc tu peux voir que casser un range, c'est pas forcément synonyme qu'on va aller chercher beaucoup plus bas. Tu peux voir qu'on est sur une correction de 30% sur BTC ici. On a eu 33% dernièrement et avant, on n'avait que des petite correction de 20%. Donc clairement, on est sur un niveau qui est assez clé. Pour l'instant, on pourrait très bien remonter. En plus, comme tu vas le voir juste après, on a un gap CME à venir combler. Pour l'instant, ça a l'air de rentrer dans ce scénario-là. Surtout si on ravale cette bougie-là, ça sera assez intéressant. On peut voir aussi qu'on a une divergence ici, qui est assez haussière également. Donc potentiellement, si on vient clôturer là-dedans, on pourrait revenir au moins chercher les 91 000 $ et voir si on arrive à en sortir en fait. Si on arrive à repasser au-dessus, casser ce support pour réintégrer le range du dessus et surtout revenir casser cette trendline et s'appuyer dessus pour peut-être repartir plus tard. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire que c'est un peu délicat. On a cassé les 0,38 du mouvement court terme, donc c'est ici. Et là, on s'est rapproché de 0,38 du mouvement long terme, donc de tout le cycle. Et c'est aussi le 0,618 du mouvement court terme. Donc pour l'instant, ça rebondit. Maintenant, on n'est pas à l'abri que demain, ça redégueule. Tu le sais, le marché, comment il est. On est aussi sous la tendance du RSI. Donc tant qu'on ne viendra pas casser, eh bien, ça sera assez compliqué. Maintenant, un petit peu d'opium quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le M2. Donc le M2, c'est très intéressant à regarder. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc là, on va se mettre plutôt en weekly pour avoir une corrélation qui est bien meilleure. Et tu peux voir que on est vraiment sur quelque chose qui se ressemble. On cherche la corrélation. Là, on est assez corrélé. Est-ce qu'on arrive
sur la fin de la correction, potentiellement. En tout cas, le M2 laisse penser que oui. Maintenant, j'ai envie de dire que le M2 peut décorréler, surtout lorsqu'on a des périodes euphoriques ou alors des périodes de peur. Tu peux voir ici qu'on avait une période de peur pardon, ici, qui était liée surtout aux faillites bancaires. Et tu peux voir que le M2 est vachement monté et que Bitcoin n'a pas suivi exactement pareil. Pourquoi? Parce que les liquidités rentraient directement ailleurs que dans Bitcoin, il fallait sauver les banques. Donc, des fois, il y a des petites décorrélations, mais pour moi, on peut les expliquer. D'ailleurs, j'en parle vraiment plus en détail dans le PDF que je t'ai partagé au début. Donc, viens me parler sur Instagram, abonne-toi et je te l'enverrai gratuitement. Ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on débatte par rapport à tout ça, n'hésite pas également, c'est avec plaisir de parler de ces sujets, ils sont passionnants. Donc potentiellement, on pourrait avoir une fin de cette correction et commencer à chercher un bottom. Maintenant, est-ce qu'on va chercher un bottom ici ou venir chercher 76 000, 75 000, 70 000? Comme je te l'ai montré sur la map des liquidations, on peut chercher beaucoup plus bas. On peut venir chercher 70 000. Donc là, c'est le marché qui décide. Nous, on est juste là en train d'essayer d'interpréter ce que le marché nous dit. Mais pour l'instant, on est toujours sur une correction de 30%. C'est ce qu'on a connu dans les derniers cycles et c'est pas hyper inquiétant. Au niveau du contrat CME, on peut voir qu'on avait un gap à venir combler ici. On ne l'avait pas comblé, et bien on est venu le combler. Ça y est, il est comblé. On n'a plus besoin de se préoccuper de ça. Donc c'est possible également que le fait de combler ce gap marque le bottom. Ça, il faut le prendre en compte. Et actuellement, on a un gap qui est ici. On le voit, je crois, mieux en daily. Voilà, on a un gap qui est ici à venir combler. Donc ça nous ferait revenir au moins à 87 000. Maintenant, tu peux voir que si on revient à 87 000, on resterait sous cette tendance. Donc, ça resterait toujours une tendance baissière. Donc, on pourrait très bien venir continuer à faire, comme tu peux le voir ici, un plus haut, hop, un plus haut de plus en plus bas, 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 peut-être de plus en plus bas, avec des plus bas toujours aussi de plus en plus bas, comme tu peux le voir ici. Donc, tant qu'on reste dans une structure pareille, c'est pas positif. On ne va pas avoir de relance directe. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir ça pour repartir. Mais ça, on verra plus tard, forcément. Mais c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir. Au niveau du total, quelque chose d'assez intéressant quand même, il faut le souligner, c'est qu'on est en train de venir retester le support de l'ancien ATH. Comme tu peux le voir ici, on avait un support qui s'était formé, on avait échoué plusieurs fois, une fois ici, une fois ici, une fois ici. On l'avait cassé puis réintégré. Pareil, en mars, on était venu se casser les dents dessus. On a réussi à le casser, on le reteste. Donc pour moi, là, on est toujours sur quelque chose de positif. On est sur les 0,38 du mouvement long terme. Donc sur le marché crypto de manière globale, on est toujours très haussier. Et ça correspondrait à une correction, entre guillemets, normale. Forcément, c'est pas hyper normal puisqu'elle fait énormément peur au marché, aux investisseurs, même le côté traditionnel. Donc, ça, c'est quelque chose que je regarde et que je trouve très, très intéressant. Au niveau de Others, là, on vient rechercher cette trendline. Pour l'instant, on n'a pas cassé, donc on reste sur un mouvement assez haussier. Forcément, là, ça nous dit clairement que les altcoins ramassent énormément. Donc, si tu ramasses beaucoup sur les altcoins, c'est normal. C'est normal. Dans ces périodes de volatilité, vaut mieux souvent basculer sur BTC maintenant. À toi d'avoir ta propre stratégie. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter sur Instagram. Ça sera avec plaisir qu'on discutera avec toi et que je t'aiderai au mieux possible. Allez, on passe sur les altcoins. J'ai refait quelques graphiques, comme je t'ai dit. Et là, on peut voir que Ethereum, c'est pas hyper beau. Tu vois, on était sur vraiment une grosse structure d'accumulation ici et on est en train de venir la casser à la baisse. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est voir une réintégration. Voir qu'actuellement la bougie weekly est en train d'hésiter. Bien sûr, elle n'est pas terminée, il reste encore 5 jours, on peut encore dégueuler plus bas ou venir réintégrer. Mais en tout cas, on est dans une zone assez intéressante. C'est vraiment un support qui a été vraiment pertinent dans les années passées. On est en train d'essayer de le break, on est à la fois aussi dans la golden pocket de tout ce mouvement. Donc à voir comment ça réagit. On peut voir ici que, bon, petite réaction. Voir que BTC est quand même beaucoup plus fort qu'Ethereum actuellement. À voir comment ça va continuer à réagir. Mais vraiment, il faut qu'on vienne récupérer ici. Pourquoi pas casser cette tendance baissière pour essayer de repartir. Mais bon, il nous faut avoir plus de visibilité sur le côté macro également. En tout cas, le RSI également est super en vente. Donc ça pourrait être un moment propice pour rebondir, tout simplement. Au niveau de Solana également, on est sur un support qui est presque historique, puisqu'il a tenu tout l'été. On est venu le chercher plusieurs fois. On revient le chercher encore une fois. On essaye de casser. On ne le casse pas. On vient toucher la Golden Pocket. Et comme tu peux voir, il n'a pas fait de plus bas comparé à cet été en août. Donc là aussi, Solana, malgré qu'il ait eu une belle correction, il reste assez résilient. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est ici aussi casser cette tendance baissière pour venir tranquillement repartir. Mais bon, tu le sais déjà, c'est toujours BTC qui mène la danse. Donc, on va voir comment ça va se développer. Au niveau de Hondo, là, j'ai pas encore refait les graphiques.
Je les referai sûrement pour la semaine prochaine, mais on est toujours sur quelque chose d'assez identique. Ce scénario ne fonctionne plus et pour l'instant, voilà, on se dirige vers la Golden Pocket. Toujours intéressant de regarder en dos, c'est un altcoin qui est quand même backé par BlackRock. Donc on commence à avoir des prix super intéressants. Maintenant, bon, j'exclus pas le fait qu'on puisse redescendre encore plus bas dessus. Et encore une fois, à mon avis, tant qu'on n'a pas de confirmation, vaut mieux ne pas les toucher les altcoins et attendre des confirmations qu'on pourrait revenir à la hausse. Au niveau de Tao, ben, un peu pareil que Bitcoin, tu vois, il était sur un canal baissier et il a cassé à la baisse. Mais là, il est en train d'essayer de le réintégrer et là, il fait une englobante totale de la dernière bougie. Donc, c'est quelque chose qui est hyper positif. Donc, s'il vient faire ça, qui clôture comme ça, on devrait voir peut-être Tao revenir chercher la borne opposée vers les 390 $. Tu peux voir qu'on a cassé le plus bas ici, donc c'est pas hyper positif. Donc pareil, on veut voir un peu plus de développement, on veut voir des structures qui cassent. Je vais refaire ces graphiques pour la semaine prochaine. Je garderai un petit peu mon objectif, comme ça on garde toujours un petit peu un œil sur tout ça. Si tu en as marre de voir le même graphique, tu me dis, et je regarderai les graphiques que tu veux qu'on regarde. Mais je trouve ça intéressant de regarder toujours les mêmes graphiques pour voir un petit peu leur évolution et surtout comment ça a évolué par rapport à ce que je disais. Par exemple, tu peux voir que AI16Z, eh bien, ça n'a pas fait ce que j'imaginais. On est sur un scénario qui ne fonctionne plus. Il a fonctionné, mais on est venu casser ce support à la baisse et on se dirige vers le prochain support sur lequel on est déjà. Ce qu'on aimerait voir du coup ici, ça serait vraiment de venir ranger un peu avant peut-être de pouvoir repartir. Maintenant, on va voir, ça peut encore bien entendu dégueuler, surtout si le marché continue de s'aggraver. Pour l'instant, on pourrait avoir des bonnes nouvelles demain. Comme je te disais, on verra ce qu'il en sera. Également sur AI16Z, je prépare une analyse qui sortira certainement en vidéo. Donc si c'est un projet qui t'intéresse, pense à t'abonner, amène la cloche et tu seras notifié quand ça sortira. Je pense à peu près vers la fin du mois. C'est un projet assez lourd. Au niveau de AAVE, bon on est toujours sur ce scénario initial. On monte, on redescend, peut-être on va remonter, etc. On est dans la Golden Pocket, toujours positif. On peut venir chercher plus bas. Donc là, pareil que BTC, pareil que tous. Tant que BTC ne montrera pas plus de force, on aura du mal à repartir. On a cette trendline baissière. On veut attendre un peu plus de structure pour rentrer sur ce genre de token. Mais AAV, c'est un projet très intéressant qui commence à devenir intéressant à acheter, bien qu'on pourrait, bien sûr, venir chercher plus bas. Au niveau de SUI, c'est exactement pareil. On vient chercher la Golden Pocket, ça y est. Et on est en train d'essayer de reproduire le scénario dont je parlais. Maintenant, est-ce qu'on va repartir rapidement ? Est-ce qu'on va repartir avec un peu plus de temps? En tout cas, le M2 nous montre qu'on pourrait repartir assez rapidement. Est-ce que ça sera le cas? C'est pas sûr, mais on verra ce qu'il en sera. Pour revenir un petit peu sur le M2, je ne sais pas si je l'ai dit, donc on va revoir ça rapidement. Sur le M2, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu peux le voir, hop, on est peut-être proche de la correction, mais surtout, on est proche aussi d'une reprise. Parce que après la correction, il y a forcément la reprise, puisque le M2 est en train de repartir à la hausse. Et clairement, ça pour moi, c'est quelque chose de très très bullish. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a observé le M2 et ça suit parfaitement la courbe avec Bitcoin. Donc je vois pas pourquoi on se décorrélerait aujourd'hui, mis à part qu'on rentre dans une récession avec énormément de peur. Ça serait pour moi la seule raison. Les prochains mois pourraient être vraiment très intéressants. Et c'est ça qu'il faut garder en tête en fait. C'est que pour le côté macro, il suffit qu'on ait des bonnes nouvelles pour que le marché commence à se rassurer. Maintenant, c'est pas gagné. On est toujours avec du quantitative tightening. Dans tous les cas, tout est expliqué dans le rapport que j'ai fait, l'analyse de 18 pages. Donc, envoie-moi un message, je te l'enverrai. Tu verras que tu comprendras beaucoup mieux la macro après ça. Maintenant, j'ai envie de te dire que tout est incertain, forcément. Mais on pourrait avoir des mois qui seront beaucoup plus jolis, en tout cas à peut-être mai, juin, jusqu'à quand, je sais pas. On va continuer d'observer le M2. Et tout ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que la macro peut s'améliorer d'ici la semaine prochaine, d'ici demain. On en reparlera la semaine prochaine et je te laisse sur ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, ça nous aiderait beaucoup à développer la chaîne. Et aussi, si tu veux te former sur les crypto-monnaies, comprendre un peu mieux l'écosystème, commencer à investir, tu as la formation gratuite, elle est en haut à droite. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. Donc profites-en et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.